Donc, en fait, moi j'insiste là au début sur le fait que les semences, évidemment, ça regroupe différentes choses, différents secteurs économiques, différents secteurs du droit aussi, mais que pour bien comprendre, pour pas se mélanger les pinceaux, il faut distinguer les législations qui s'appliquent à ces différents secteurs en fait. Oui, super, merci. Donc voilà, en fait, j'insiste là-dessus. Vraiment, je ne saurais trop insister. J'insiste lourdement sur ce point-là parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit dans les discours des ONG, dans les discours des activistes, même des experts, entre guillemets, il y a une confusion entre ces différents régimes juridiques. Et ça, en fait, ça interdit vraiment la compréhension de la législation, de la réforme, etc. Donc, schématiquement, donc, il y a 4 points qui sont vraiment bien à distinguer, à mon avis. C'est la législation sur le commerce des semences, qui est en fait, à notre sens, de loin la plus problématique. De loin la plus problématique encore que les droits de propriété intellectuelle. Ensuite, il y a une législation sur la santé des plantes, qui est une législation distincte à l'heure actuelle et qui sert souvent, en fait, dans la bouche de nos opposants à justifier la législation sur le commerce des semences. Mais en fait, il faut bien faire la distinction parce que ce sont 2 législations distinctes qui s'appliquent indifféremment l'une de l'autre. Ensuite, il y a un corpus législatif sur les droits de propriété intellectuelle, avec un historique de relations internationales, de conventions internationales et également tout un corpus législatif européen qui s'applique également indépendamment de la législation sur le commerce des semences. Et puis ensuite, il y a le thème serpent de mer qui revient sans cesse dans toutes les conversations, qui est celui des OGM et qui n'a rien à voir avec la législation sur le commerce des semences. Mais j'y reviendrai. Il y a bien une question, est-ce que c'est les 2 premiers, le commerce des semences et santé des plantes, la réforme, c'est bien quelque chose qui vise aussi à fondre ces 2 législations en une? Pas en une, en fait. C'est un paquet, en fait, législatif, la réforme. Donc, il va y avoir un règlement pour le commerce des semences et un règlement pour la santé des plantes. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, en ce qui concerne la santé des plantes, il y a une directive qui s'applique, qui est la directive cadre, la directive de base sur la santé des plantes. Et ensuite, il y a des dispositions dispersées sur la santé des plantes qui sont contenues dans certaines des directives qui s'appliquent aux variétés végétales, donc au commerce des semences. Et donc, comme c'est un petit peu dispersé, comme ça, un petit peu, donc la Commission européenne a dit on va faire un règlement spécifique qui va s'appliquer à la santé des plantes. Et il n'y aura aucune autre disposition sur la santé des plantes que dans ce règlement. C'est tout. Voilà. Et c'est ça qui s'appelle homogénéisation, c'est en fait remettre un peu d'ordre. C'est pas une homogénéisation, c'est plutôt une rationalisation en fait du corpus juridique existant, qui est pas néfaste en soi. Hein. Donc je commence avec la législation sur le commerce des semences. Donc je vous présente les aspects les plus fondamentaux. Donc ce qu'il faut savoir avant de parler en fait de l'enregistrement au catalogue, la certification des règles de commercialisation, c'est que d'abord et avant tout, donc il y a 2 catégories, les espèces qui sont réglementées et les espèces qui sont non réglementées. Il y a très peu de gens qui le savent. En fait, il y a des espèces dans le monde végétal qui sont librement commercialisables et qui ne tombent pas sous le coup de la législation sur le commerce des semences. Il n'y en a pas une grande quantité aujourd'hui, parce qu'en fait, la catégorie des espèces réglementées, elle n'a fait que s'élargir. Mais bon, il faut le savoir, hein, ça n'a aucune justification sur le plan juridique ou biologique, mais ça n'a qu'une justification en fait sur le plan commercial, c'est-à-dire que les espèces qui sont réglementées, ce sont celles qui représentent le plus d'enjeux en termes commerciaux. Et donc au départ, les espèces réglementées, c'était un petit pool d'espèces, et ce petit pool est devenu de plus en plus large pour pratiquement embrasser toutes les espèces commercialisables, mais pas toutes. Il reste encore des espèces non réglementées, comme la lentille, la quinoa, le basilic, le petit épeautre, le sarrasin, le millet, la roche, le rutabaga, le topinambour, et il y en a d'autres. Et donc il faut savoir qu'en fait, pour ces espèces-là, il n'y a pas du tout de
de législation sur le commerce des semences qui s'applique. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle là-dessus? Par exemple, la lentille, pour moi, ça me paraît à un niveau européen quand même assez important. Sur le plan commercial, c'est pas très important. Et donc elle n'a pas été réglementée, la lentille, pour le moment. Mais si tu veux, en fait, dans la réforme, on le verra tout à l'heure, l'intention de la Commission et aussi en fait de l'industrie semencière, c'est de réglementer les espèces non réglementées. Et donc, ils ont créé une espèce de sous-catégorie avec des prescriptions moins contraignantes que pour les espèces historiquement réglementées, mais de manière, malgré tout, à réguler en fait, le commerce des espèces anciennement non réglementées. Donc ça, c'est vraiment une des modifications importantes de la réforme, c'est de faire entrer dans le champ d'application de la législation européenne les espèces anciennement non réglementées. Donc il y a une disposition à partout, un truc formulé très généralement, qui permettrait d'englober tout ça dans le projet de règlement? Il y a, si tu lis, bon, c'est un peu long, hein, c'est 147 pages à l'heure actuelle la proposition, il va y avoir une annexe qui va concerner en fait les espèces anciennement non réglementées qui seront listées par un acte secondaire de la Commission et avec qui devront répondre à des caractéristiques techniques moins contraignantes que les autres qui seront donc dans cette annexe. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, quand je vous dis ça, c'est pas hyper important parce que ça concerne pas beaucoup d'espèces, mais si vous voulez, c'est pour bien vous montrer que ces deux catégories n'ont pas de justification sur le plan biologique et qu'en fait, l'objectif de la législation, c'est pas la santé des plantes, en fait. C'est pas la qualité sanitaire, parce qu'on nous rabâche ça sans arrêt, mais en fait, c'est absolument pas ça la justification de la législation sur le commerce des semences. La première preuve en est, mais il y en a d'autres, je vous les expliquerai tout à l'heure, qu'il y a des espèces qui sont strictement non réglementées et qui, dans l'esprit de chacun, pourraient véhiculer des maladies. Voilà. Alors ensuite, il y a une procédure d'enregistrement au catalogue. Comme AMM, l'AMM, ça veut dire autorisation de mise sur le marché. Hein, on parle d'AMM en ce qui concerne les médicaments, par exemple. Hein, on sait que les médicaments passent par une procédure d'autorisation préalable de mise sur le marché. On pense aussi aux pesticides, qui passent par une procédure préalable de mise sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on régule une activité économique, on a différents niveaux de contraintes. Le niveau le plus contraignant, c'est l'autorisation préalable de mise sur le marché, puisque vous demandez aux opérateurs de faire la preuve de l'innocuité, etc., des produits à mettre sur le marché, avant qu'ils soient mis sur le marché. Vous avez un autre système qui s'appelle la déclaration préalable, par exemple, dans lesquels, en fait, les opérateurs déclarent ce qu'ils vont mettre sur le marché, mais sans demander à l'administration une autorisation préalable à la mise sur le marché. Et puis ensuite, la plus grande partie des activités économiques fonctionne avec un système de contrôle a posteriori, c'est-à-dire que les opérateurs mettent sur le marché leur production, et ensuite, malgré tout, ces productions doivent répondre à des caractéristiques techniques qui sont définies dans un règlement ou dans une loi, mais les contrôles se font une fois les produits partis dans le circuit de distribution. Et à ce moment-là, vous avez des services de la répression des fraudes qui prélèvent des lots, qui font des tests, etc. Et si les lots ne correspondent pas à ce qui est prévu par la réglementation, les lots doivent être retirés du marché. D'accord ? Donc, on a choisi, en fait, le législateur a choisi de soumettre les semences à un régime d'autorisation préalable de mise sur le marché qui est le plus contraignant, de manière, à notre avis, un peu disproportionnée. Parce que cette autorisation, ce régime d'autorisation préalable de mise sur le marché, en fait, il est valable juridiquement lorsque les productions donc, qui sont à mettre sur le marché présentent un risque particulier pour la santé ou pour l'environnement. Et donc, en présence de ce risque, en fait, le législateur s'octroie le droit de vérifier a priori, avant que les produits n'atteignent le consommateur, si ce risque est atténué ou pratiquement réduit à zéro pour le consommateur. Donc c'est le cas des pesticides et des médicaments, clairement, c'est le cas aussi des OGM. En ce qui concerne les semences, en fait, le législateur, il n'a jamais fait aucune référence dans les textes à un risque
pour la santé ou l'environnement. Et donc cette procédure d'autorisation préalable de mise sur le marché, elle n'a jamais été justifiée par ce qui normalement justifie un régime d'autorisation préalable de mise sur le marché comme celui-là. Et selon, je ne sais pas si on dit selon toi ou selon vous en disant Cocopelli, donc ça, juste pour clarifier, ça m'intéresse de clarifier ça dans la discussion. Et deuxième chose, c'est selon toi, alors pourquoi ils ont été chercher un AMM? C'est pour mieux cadenasser ou quoi? J'ai des hypothèses en tête. Mais... En fait, le législateur dans les années 60, il avait une volonté très régulatrice, très interventionniste de transformer l'agriculture européenne pour la rendre plus productive, la mécaniser, augmenter les rendements, etc. C'est-à-dire en fait faire ressembler l'agriculture européenne à l'agriculture américaine. Et donc cette politique-là passait par le remplacement des semences, des semences traditionnelles, des semences locales, par des semences modernes. Et donc il a mis ce régime en place pour ça. Pour être sûr que ce qui était mis sur le marché, c'était des semences modernes permettant d'augmenter les rendements et que comme ça, on éliminait du marché, on excluait du marché les variétés anciennes qui ne correspondaient plus aux critères de l'agriculture industrielle. Et c'est extrêmement contraignant, ça n'a jamais été justifié juridiquement. Parce qu'ils auraient pu mettre une autre barrière qui est moins forte, moins contraignante. Plus ou moins la même chose, non? Je ne comprends pas pourquoi ils ont été chercher la contrainte la plus... Oui. Non, comment dire tu sais, nous, quand on est allé devant la Cour de justice de Luxembourg, on a dit attention, ce régime est disproportionné parce que le régime de l'AMM est le régime le plus contraignant et en fait, on aurait pu obtenir les mêmes résultats, c'est-à-dire les résultats en fait qu'ils disent vouloir poursuivre actuellement, qui sont des résultats de traçabilité, de meilleure qualité, d'information des consommateurs, etc. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Ces résultats-là, en fait, on aurait pu les obtenir, par exemple, par un régime éventuellement de déclaration préalable ou tout simplement un régime de contrôle a posteriori avec un étiquetage. Parce que, en fait, l'étiquetage fait partie d'une politique de traçabilité et d'information des consommateurs. Et c'est ce que l'avocat général nous a dit, nous a confirmé. Le 19 janvier, l'avocat général publie ses conclusions et dit effectivement ce régime est disproportionné. Voilà. Après, l'argumentation n'a pas été suivie par la Cour, mais... Et ça, c'est peut-être pour d'autres raisons, on n'en sait rien. Voilà, donc l'enregistrement au catalogue, eh bien, il passe donc par la satisfaction de certains critères. Alors, pour toutes les espèces, ce sont les critères DHS, ça vous êtes au courant, j'imagine, distinction, homogénéité, stabilité. Donc, ces critères-là, ils visent à obtenir une production standard. C'est ça, en fait, l'objectif de l'enregistrement au catalogue, une production standard. Ce n'est pas des objectifs de qualité sanitaire ou autre, ça on y reviendra, c'est un objectif d'homogénéité pratiquement. Et puis, pour les espèces de grande culture, le critère de ce qu'on appelle en français la valeur agronomique et technologique, donc la VAT, qui, en anglais, qui s'appelle VCU, Value for Cultivation and Use, valeur de culture et d'utilisation, et qui vise en fait à avoir au sein de l'Union européenne un progrès génétique constant. Ça signifie qu'en fait, pour les espèces de grande culture... Bonjour. Bonjour. Excuse-moi. Oui. Ok, pas de problème. Salut. Je suis Chris, Beaufort. Bonjour. Salut. Ah oui, j'étais plus là. Tiens, avant que ça s'aille, voilà. Alors. C'est pas un problème que votre micro soit sur votre dos table? Ah, ça bouge un petit peu. Ouais, c'est ça bien parce qu'en fait je t'entends un peu. Ah ouais, donc sur celle-là. Ouais. Justement, j'ai fait le contraire parce que je voulais blanche et D'accord. Ok. Donc les critères de DHS pour une production standard et ce critère pour les espèces de grande culture. Les espèces de grande culture, vous êtes au courant de ce que c'est-à-dire les céréales, les protéagineux, le maïs,
Voilà, en fait, ce qu'on appelle les espèces de grande culture qui ne sont pas les potagères. Hein. Donc pour les espèces de grande culture, en fait, les variétés doivent passer des tests qui visent en fait à s'assurer que les variétés qui sont mises sur le marché, elles sont toujours meilleures que les variétés qui sont déjà au catalogue. Et donc, en fait, les variétés candidates à l'inscription, elles doivent passer des tests dans lesquels elles doivent faire la preuve qu'elles ont un meilleur rendement, qu'elles ont une meilleure résistance à telle ou telle maladie, etc., que celles qui sont déjà au catalogue. Et donc, il y a des variétés qui sont les variétés commerciales à succès, qui sont bien distribuées dans les pays, qui sont toujours mises en comparaison avec ces variétés candidates-là. Et donc, voilà, en fait, celles qui sont admises, ce sont celles qui gagnent la compétition par rapport aux variétés existantes. Non, ça, c'est les critères de valeur d'utilisation et de culture, la VAT, valeur agronomique et technologique en français. Voilà, donc c'est particulier, c'est un système assez conservateur en fait, hein, puisque en fait le critère principal dans ces tests-là, ces épreuves, c'est le critère du rendement bien sûr, et il vise à s'assurer que les variétés en grande culture qui sont mises sur le marché, elles sont toujours plus productives. Donc c'est toujours pour servir ce même système d'une production agricole industrielle. Mais celles qui font la compétition du VAT, là, elles sont quand même toujours DHS à chaque fois, elles doivent aussi... Ah oui, donc j'ai dit toutes les espèces, pour toutes les espèces, la DHS est applicable, également pour les potagères, et uniquement pour les espèces de grande culture, la VAT s'applique également, en plus. Voilà. Ensuite, vous avez aussi des catégories particulières qui ont été créées fin 2008, début 2009, donc les variétés de conservation et les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale. Je ne sais pas si vous connaissez ces variétés-là. Ce sont deux catégories qui ont été créées assez récemment, après 10 ans de discussion, et qui sont de minuscules niches dans lesquelles il est très difficile d'entrer. La production pour les variétés de conservation, elle est limitée en fait à la région d'origine, qui doit être décrite pour l'inscription, limitée à de toutes petites quantités. Et puis pour les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale, ça c'est une espèce de catégorie qui en fait avait été imaginée au départ par le législateur européen, par le Parlement européen, pour permettre l'inscription de variétés adaptées à l'agriculture biologique, et que la Commission a transformé en cette catégorie qui s'appelle sans valeur intrinsèque pour la production commerciale, mais créée pour répondre à des conditions de culture particulières. Des conditions de culture particulières. Donc, la Commission n'a pas voulu dire des conditions de culture agroécologique, quoi. Ce qui fait qu'en fait, on n'a aucune catégorie qui soit adaptée à la production en agriculture bio. Mais malgré tout, on avait des références dans les textes initialement, etc. Et ce qui a été fait en France, c'est qu'on avait un catalogue pour variétés amateurs qui avait été créé complètement illégalement par la France. Et les variétés qui étaient inscrites dans ce catalogue, elles ont été transférées sous cette catégorie, alors que ça ne se justifiait pas du tout parce qu'elles n'ont pas été créées pour répondre à des conditions de culture particulières. Enfin bref, à l'heure actuelle, le catalogue, enfin la liste des variétés de conservation en France, c'est 9 variétés, 9 seulement. Et en Europe, ça ne doit pas être beaucoup plus. Et les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale, eh bien, ce sont les 296 variétés qu'on avait au catalogue amateur en France. Et à l'échelle européenne, il doit y en avoir 300 et quelques. Ce qui fait en fait très peu de choses. Hein. C'est vraiment de minuscules niches qui ont été créées par la Commission européenne en 2008 et 2009 et qui n'a rien donné de véritablement nouveau. Voilà. Alors ensuite... il y a la certification. Alors là, je distingue bien, attention, hein, enregistrement au catalogue et certification, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Donc l'enregistrement au catalogue, c'est une autorisation de mise sur le marché de la variété. Donc on fait la description de la variété, et si cette description est satisfaisante au regard des critères qui s'appliquent, à ce moment-là, la variété est autorisée à être mise sur le marché. La certification, ce sont les règles qui s'appliquent à la production des semences, pas de la variété, à la production des semences, des petites graines elles-mêmes qui vont être mises sur le marché. Donc, ça veut dire que ça répond à des protocoles de culture
qui sont établis pour éviter, par exemple, des pollinisations croisées entre différentes variétés, pour être sûr que dans un sachet de telle variété, vous allez trouver uniquement telle variété, et pas telle variété croisée avec telle autre, ou alors pas dans 10 kg de semences de blé, 2 kg de pierre, ou 3 kg de brindilles, parce que ça pourrait arriver aussi. Donc ce sont des règles de production de semences. Et les critères de la certification, c'est donc l'identité et la pureté variétale. Donc on comprend bien la pureté variétale, c'est-à-dire quelle variété on trouve dans les lots qui sont mis sur le marché, quelle variété. Donc là, on évite effectivement les croisements intervariétaux. Et puis la pureté spécifique. Donc la pureté spécifique, ça veut dire qu'on ne trouve dans un lot de semences que l'espèce qui est décrite, à l'exclusion des pierres, des brindilles, des autres espèces. Éventuellement, quand vous multipliez des semences dans un champ, vous pouvez avoir des adventices. Et à ce moment-là, par exemple, des semences de folle avoine qui poussent spontanément. Et puis quand vous récoltez les semences qui ont été multipliées pour vendre des semences, et ben vous pouvez avoir dans le lot plein de semences de folle avoine, alors qu'en fait, vous vendez du blé. Donc, ce sont ces règles-là qui permettent d'éviter ces choses-là. Ensuite, il y a le taux de germination qui semble effectivement être très important. Ce sont des règles qui s'appliquent à la germination des semences que vous mettez sur le marché. Et l'état sanitaire. Donc, l'état sanitaire, il vient se caser là au niveau des règles de certification, donc, qui s'appliquent à la production des semences. Alors, ce que je veux vous dire là, c'est que en fait, le taux de germination et l'état sanitaire semble être pour les agriculteurs et éventuellement pour les consommateurs jardiniers les critères les plus importants. Parce que quand vous vendez des semences ou vous achetez des semences, ce que vous voulez, c'est qu'elles germent correctement et puis qu'elles ne soient pas des vecteurs de maladies. Et ce sont ces critères systématiquement, si vous entrez dans des débats avec l'administration, qui sont mis en avant pour justifier la législation sur le commerce des semences. Parce qu'ils vous disent oui, mais attention, les semences peuvent être des vecteurs de maladies, et en fait cette législation vise à éviter cela, et la faculté germinative, c'est très important pour les agriculteurs, etc. Et puis après, quand vous regardez dans les détails vraiment de la législation, en particulier dans les annexes des directives, qui fixent donc des taux minimaux pour la faculté germinative, et aussi des critères sur la qualité sanitaire, vous vous apercevez que ce sont deux critères absolument marginaux dans la législation. Et vous avez, par exemple, des taux très très bas en ce qui concerne la faculté germinative. Vous avez, par exemple, dans les directives européennes, pour certaines betteraves, des taux qui ne dépassent pas 50% en faculté germinative. Pour les carottes, c'est 60%. Le maximum étant de 80%, donc le maximum étant de 80%. Donc ça veut dire qu'en fait, pour des quantités d'espèces, vous avez 20% des graines qui peuvent ne pas germer, ce qui est énorme, ce qui semble être quand même assez énorme. Pour les carottes, vous pouvez en avoir 40%, etc. Et en ce qui concerne la qualité sanitaire, vous avez des dispositions qui sont très, très floues, très vagues. Les États membres doivent faire en sorte que les maladies, les organismes nuisibles doivent être maintenus à leur état le plus bas possible. Des expressions de ce genre. Donc, pour vous montrer, si vous voulez, qu'en fait, ces arguments phares qui sont toujours mis en avant par nos opposants sont absolument marginaux dans la législation sur le commerce des semences, qui est en fait une législation qui vise à organiser le monopole des semences protégées, qui est un outil de promotion des droits de propriété intellectuelle. Mais bon, ça je l'expliquerai tout à l'heure. Bonjour. Et là j'ai plus de feuilles. Il faudra partager avec quelqu'un. Voilà. Donc la certification pour les semences certifiées, elle s'applique a priori. C'est-à-dire que vous avez les organismes officiels qui viennent dans les champs et qui viennent s'assurer que les protocoles de production de semences, ils sont appliqués.
Donc ils viennent voir si vous avez respecté les distances entre telle et telle espèce, entre telle et telle variété. Ils viennent voir si vos lots ne contiennent pas des brindilles ou des pierres. Ils viennent voir en laboratoire si vous contrôlez bien la qualité sanitaire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les semences certifiées, qui sont contrôlées par les organismes officiels a priori. Et ensuite, il y a toute la catégorie des semences standards, qui concerne les espèces potagères en particulier, parce que pratiquement aucune espèce potagère ne doit répondre aux exigences des semences certifiées, qui sont donc les semences standards. Et les semences standards, eh bien, elles doivent répondre aux critères de la certification, mais uniquement par des contrôles a posteriori. Ça signifie que pour les semences standards, en particulier pour les potagères, eh bien, les organismes officiels font des prélèvements sur des lots qui sont dans les circuits de distribution et ils vérifient si la faculté germinative, par exemple, correspond bien au taux minimal. D'accord ? Et puis ensuite, vous avez toujours dans cette législation sur le commerce des semences, eh bien, des règles sur la commercialisation, donc des règles sur l'étiquetage et l'emballage des semences, qui sont voilà, des règles qui ont leur raison d'être et qu'on n'a jamais critiqué particulièrement. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais non plus particulièrement critiqué les règles de la certification en ce qui concerne les semences standards. Parce qu'en fait, ces critères de la certification, ils sont compréhensibles par tous et appliqués par des contrôles a posteriori dans les circuits de distribution ne nous dérangent pas. Hein. Et donc, si vous voulez, ce qu'on a dit depuis longtemps, c'est les règles de la certification appliquées par des contrôles a posteriori, donc pour les semences standards, sont les seules règles qui devraient être appliquées, à vrai dire, puisque en fait, les critères de DHS visent à obtenir une production standard, et c'est pas ce qui nous intéresse. Je veux dire, ça n'intéresse pas tous les circuits agricoles, tous les consommateurs et tous les agriculteurs. Et donc, ces règles-là devraient suffire en fait à assurer une bonne régulation du secteur des semences et des échanges loyaux sur le marché des semences. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Cocopelli, en fait, fait principalement des potagères? Oui. Ouais. Donc, quand je dis principalement, c'est principalement ou exclusivement? Non, c'est principalement en fait, parce qu'on vend aussi des semences de maïs, on a des collections de blé, etc. Et qui ne sont pas distribuées tous de la même manière. Hein. Les collections de blé, par exemple, on les distribue à nos adhérents. Tu vois. Donc vous êtes quand même impacté un peu par tout ce qui est corpus de certification hors espèce standard. Oui, mais bon, inutile de vous dire que on n'est pas contrôlé et on n'applique pas la législation sur les semences certifiées. Voilà. Alors ensuite, donc le corpus législatif qui fixe donc ces différentes règles, eh bien, ce sont 12 directives de base là, qui sont listées là, qui datent au départ des années 60 et puis après qui ont été modifiées dans les années 2000. Donc vous en avez pour les plantes fourragères, les céréales, la vigne, les plantes ornementales, le matériel forestier de reproduction, les espèces de plantes agricoles. Ça, c'est en fait, la 2002-55 est une espèce de directive cadre sur le catalogue. Et puis ensuite, une directive sur les betteraves, les légumes, les pommes de terre, les plantes oléagineuses et à fibres, et puis les plantes de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences. Et il y a une dernière directive aussi qui concerne les fruits. Alors, ça, si vous voulez, ce sont les 12 directives de base. Mais après, si vous vous reportez donc à ce lien que je vous ai mis là en note de bas de page, et bien vous verrez que sont également applicables de manière additionnelle une multitude de directives de la Commission. Les directives de la Commission, en fait, ça veut dire des règlements d'application, hein. Des directives ou des règlements et qui sont pris par la Commission européenne. Des règlements, des décisions de la Commission, il y en a des dizaines et des dizaines qui ont trait à des aspects plus précis de la commercialisation des semences et matériels de reproduction. Et ça, c'est des trucs qui arrivent souvent a posteriori dans une législation qui est... C'est un peu comme les actes secondaires. Oui, exact. Voilà.
tout à fait. En plat en dessert, quoi. Oui. Ben, c'est comme, en fait, dans nos pays, on a souvent la loi et le règlement d'application. Et la loi, en fait, elle se réfère souvent, pour certains articles, à un règlement d'application à venir qui viendra préciser l'application de tel ou tel article. Et ces règlements d'application, en fait, ils sont de la compétence du pouvoir exécutif. Tu vois, la loi, elle est adoptée par le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, en fait, il prend les règlements d'application de certains articles de la loi. Et ça fonctionne de la même manière au niveau européen. Donc tu as les directives, les règlements, et après la commission qui prend des... Maintenant, ils appellent ça des actes secondaires. Mais à l'époque, avant Lisbonne, donc ça s'appelait décision de la commission, directive de la commission, uniquement de la commission. Donc c'était en fait un peu comme des règlements d'application chez nous. Et puis en dehors enfin également à l'intérieur de ce corpus, eh bien, les deux directives dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont venues fixer des catégories particulières de semences, les variétés de conservation, qui datent donc de 2008, et les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale, mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, qui datent de 2009. Voilà. Alors, il y a des dérogations qui sont prévues à ces règles-là que je viens de vous exposer. Et ces dérogations, alors elles concernent en particulier, je vous les ai mises en gras, la vente de semences en vue d'une exploitation non commerciale. Et ça, si vous voulez, ça vient de la définition du champ d'application des directives, qui disent qu'en fait, ces directives s'appliquent à la vente de semences qui sont vendues, mises sur le marché, transférées à titre gratuit ou non, en vue d'une exploitation commerciale. Et donc, on a compris de ça que ça concernait en fait la vente de semences à des agriculteurs professionnels qui vont faire une exploitation commerciale du fruit de la semence. Et que donc les utilisateurs non professionnels n'étaient pas concernés par cette législation et que donc ceux qui vendent à des utilisateurs non professionnels n'étaient pas concernés par cette législation. Donc, nous, a priori, l'association Cocopelli, puisque en fait on vend essentiellement des semences à des jardiniers amateurs, mais c'est vrai qu'en fait, bon, c'est un argument qu'on a regardé longtemps sous le coude, parce qu'en fait, ça n'a jamais été notre cheval de bataille. On a toujours critiqué le fond de la législation européenne, qui à notre sens est absurde, et en plus de ça, l'objectif, c'est de libérer les semences pour l'agriculture. Les jardiniers amateurs n'étant qu'une porte d'entrée vers l'agriculture, hein, en quelque sorte. Mais l'objectif, effectivement, c'est de voir se transformer à nouveau l'agriculture pour la rendre plus durable. Et donc, c'est pour ça qu'on a saisi, dans le cadre de cette procédure contre la société Graines Beaumont, la Cour de justice de l'Union européenne pour lui poser une question sur la validité de la législation européenne sur le commerce des semences, sans mentionner le fait qu'on vendait des semences essentiellement à des jardiniers amateurs. Et là, maintenant qu'on a eu un éclairage défavorable de la Cour de Luxembourg sur notre argumentation, eh bien, on revient devant la Cour d'appel de Nancy et on met en avant cet argument-là en disant « Attention, mais nous, on vend des semences aux jardiniers amateurs, ça n'est pas notre drapeau, ça n'est pas notre cheval de bataille, mais c'est la réalité. » Et donc, on demande en fait à ce que il soit reconnu pour la première fois par une juridiction d'un des États membres, parce que cet argument-là n'a jamais été soulevé nulle part, hein, que les ventes de semences à des jardiniers amateurs ne tombent pas sous le coup de cette législation. Donc on verra bien ce que nous dit la Cour d'appel de Nancy. La question est posée pour la première fois. Qui ? Ceux qui ont genre 200 membres, ouais. Qui fournissent les paniers semences. Ben, le problème, c'est qu'en fait, ces jardiniers-là ou ces agriculteurs-là, ils vendent leur panier, malgré tout. Oui, c'est une petite magouille pour dire, mais en fait, je pense que si tu veux, si on faisait une lecture pragmatique, réelle de la situation, comme le font les juridictions, si tu veux, ils regardent au travers des structures juridiques que tu peux mettre en place
Et il te dirait, oui, mais il y a quand même une exploitation commerciale malgré tout, tu vois. Voilà, ensuite, il y a différentes autres dérogations qui sont pas très importantes en soi. La fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des organismes scientifiques qui font de la recherche, qui ne tombent pas non plus sous le coup de la législation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les semences ou plants qui sont destinés à l'exportation à l'heure actuelle ne doivent pas satisfaire à ces conditions-là. C'est dingue, hein? À l'exportation dans le pays oui. européen? Non, à l'exportation hors Europe. Ouais. Les semences qui sont exportées en dehors de l'Europe ne doivent pas satisfaire à tous ces critères, enregistrement au catalogue, certification, etc. Tu vois, mais qu'est-ce qui va à l'intérieur, on s'en fout. Oui. Ça, c'est à l'heure actuelle, c'est comme ça, effectivement, et c'est pour tout, oui. Alors que les critères sont des critères de santé, soi-disant. Oui, voilà, mais en dehors de l'Europe, c'est pas grave. Oui. Mais ils sont moins forts, parce que c'est un des arguments de l'Union pour dire que nous sommes un grand exporteur de semences, oui. Donc c'est très important que nous avons cette règle. Ben oui, et en fait ça explique aussi qu'il y ait des semenciers qui ne font que ça, de la production de semences pour l'exportation. Parce qu'ils n'ont pas à satisfaire à tous ces protocoles. Mais pas tout, mais quand même une grande partie. Pourquoi? Rien. Alors, l'exportation, c'est oui, vraiment que dalle. C'est rien. Alors, après, si tu veux, la plupart de ces... Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aux États-Unis, tout ça ne s'applique pas. Tu vois? Et donc, ils seraient placés dans une situation de concurrence un peu difficile avec les producteurs de semences américains qui ne doivent pas satisfaire à toutes ces règles-là si, effectivement, ils devaient se mettre en conformité avec tout ça. Donc, au niveau de l'Union européenne, on a dit, bon, pour les semences à l'exportation, vous n'appliquez pas ces règles. Mais les producteurs de semences ici revendiquent le fait que, malgré tout, ils appliquent ces règles, que leurs semences sont de grande qualité, etc. etc. Ils l'utilisent comme plus-value commerciale. Oui, oui, voilà. Mais voilà, dans un cadre, en fait, beaucoup plus libéral, quelque part, sur le marché international. Hein, chacun, en fait, fait valoir ses propres arguments commerciaux grâce à des arguments de marketing et autres. Et l'importation de semences? Alors là, écoute, je ne sais pas trop en ce qui concerne l'importation, parce qu'en fait, on produit énormément de semences ici, tu vois, donc pour nos marchés nationaux et pour l'extérieur. Quand les semences, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on produit des semences ici, et on produit, c'est-à-dire on multiplie des semences également pour ici, ou pour les marchés internationaux à l'étranger. À ce moment-là, les semences qui entrent chez nous pour nos marchés doivent satisfaire aux critères européens, à la législation européenne, tu vois. Ici ou à l'étranger. Ouais. Mais tout ça va changer puisque dans le cadre de la réforme, la Commission propose de changer tout ça en fait. Hein, c'est-à-dire que, enfin, je vous l'expliquerai tout à l'heure quand on en reviendra à la réforme. Il faudra satisfaire donc à la législation du pays qui reçoit les semences. Hein. Évidemment, c'est évidemment ce qui s'appliquait déjà. Hein. Le pays qui achète les semences, s'il a une législation sur le commerce des semences, eh bien, il exige que les semences qui entrent satisfassent à sa propre législation. Donc, l'Union européenne le prévoit dans cette réforme. Elle prévoit que s'il n'y a pas de législation, eh bien, ce qui s'appliquera, ce sera un accord entre le pays exportateur et le pays importateur, s'il y a un accord. Et s'il n'y a pas d'accord, à ce moment-là, ceux qui exportent vers des pays où il n'y a pas d'accord et où il n'y a pas de législation doivent satisfaire les règles de l'Union européenne. Donc c'est beaucoup plus contraignant. Voilà. Ensuite, il y a d'autres dérogations qui ont été mises en place pour satisfaire les demandes de l'industrie, les semences dites commerciales, qui sont en fait des mélanges de semences, en particulier de fourragères, les autorisations provisoires de vente, les dérogations concernant la faculté germinative qui peuvent être demandées à l'occasion par les opérateurs, les variétés à usage industriel réservé, en France en particulier. Enfin, tout ça a été créé
sur mesure suite aux demandes de l'industrie. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment le squelette fondamental de la législation sur le commerce des semences. Hein, avec, en distinguant bien, je répète, enregistrement au catalogue, certification, règles de commercialisation. Hein, c'est ça qui est le plus important parce qu'en fait, on fait toujours un doux mélange entre certification et enregistrement au catalogue et ce sont deux choses bien différentes. C'est peut-être pas si important, mais ici, les deux directives sur la conservation et l'autre sur la biodiversité, ils ne sont pas inclus dans la dérogation, mais ils sont aussi des dérogations, non? On sait seulement parce que vous voulez l'accentuer pour l'importance de... Oui, c'est comme tu veux, hein, parce que bon, moi j'ai créé cette catégorie dérogation. Tu pourrais l'inclure là-dedans, mais en fait... C'est quand même des catégories officielles, quoi. Oui, et puis si tu veux, si tu regardes bien les critères qui s'appliquent à ces variétés de conservation et variétés sans valeur intrinsèque, tu t'aperçois qu'il n'y a pas vraiment de dérogation. C'est-à-dire qu'elles doivent être enregistrées au catalogue, elles doivent satisfaire les critères de DHS. Oui. Et ensuite, en ce qui concerne la certification, ce sont des semences standards. Et c'est aussi un peu pour interpréter plus tard la révision de la législation, parce que là, dans la dérogation, niche market et tout ça, c'est inclus, c'est appelé dérogation. Oui, exact. Et je me demandais si ça a des implications aussi juridiques, mais pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Voilà, alors ensuite, on arrive à la législation sur la santé des plantes. Qui n'est pas très importante en fait, hein, mais bon, je le mentionne parce que comme cette question de la santé des plantes est toujours mise en avant par les promoteurs de la législation sur le commerce des semences, et ben on n'a qu'à en parler. Hein. Dans les détails, on verra si c'est tellement justifié. Donc cette législation, comme je vous le disais, enfin ces dispositions sur la santé des plantes, elles sont disséminées actuellement entre la législation sur le commerce des semences et une législation spécifique sur la santé des plantes. Et la Commission propose de rationaliser ce corpus. Alors, dans la législation sur le commerce des semences, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les critères de la certification, on a un critère de qualité sanitaire. Donc, je vous le disais, ce critère-là, en fait, il est rédigé dans des termes très généraux. Très généraux. En général, la phrase qu'on retrouve dans toutes les directives, c'est les autorités officielles font en sorte que les organismes nuisibles sont maintenus dans leur état le plus bas possible. Quelque chose comme ça. Donc c'est très général, effectivement, c'est un peu la tête du client. Pour certaines espèces qui sont effectivement susceptibles de transmettre des maladies, eh bien vous avez ce qui est prévu, donc un passeport phytosanitaire qui concerne donc des organismes de quarantaine. C'est comme ça qu'ils sont appelés en fait dans les directives. Donc ces organismes de quarantaine, en fait, ce sont des agents pathogènes qu'il s'agit de maîtriser. Et ils concernent principalement les pommes de terre, puisque effectivement les pommes de terre sont des vecteurs importants d'agents pathogènes. Le tournesol, le colza, le lin, le soja, la luzerne, le chanvre et le fraisier. Vous voyez que ça ne fait pas grand-chose. Pas les tomates? Non, pas les tomates. Pas les tomates. Et tu verras pourquoi. Donc... Non, c'est parce que donc, uniquement pour ces espèces-là, eh bien, il est prévu des contrôles particuliers au moment de la certification pour éviter donc, ces organismes de quarantaine. Et si le protocole a été suivi, eh bien, sur ces espèces-là, vous avez un passeport phytosanitaire. OK ? Alors, en dehors de ça, eh bien, il y a une directive spécifique qui s'applique à la santé des plantes, qui est donc la directive 2029, et qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans la communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la communauté. J'ai mis introduction en gras, parce qu'en fait, c'est une législation qui vise effectivement principalement à éviter l'introduction d'agents pathogènes à l'intérieur de la communauté, qui vise principalement ça. Et en France, on a un chapitre entier du Code rural qui concerne la santé des plantes et qui s'applique tout à fait indépendamment
de l'enregistrement au catalogue, la certification, etc. Donc, quand ils nous disent « Oui, mais tout ça, ça se justifie parce que nous veillons à la santé des plantes, etc. » En fait, il faut leur répondre « Je suis désolée, mais en fait, la santé des plantes, c'est une législation spécifique qui s'applique indépendamment de l'enregistrement au catalogue. Et donc, je continue à critiquer le catalogue parce qu'il n'a rien à voir avec la santé des plantes. » Ah oui, mais en Belgique, c'est sûrement la même chose, parce que si tu veux, ça vient d'une directive européenne, et les directives, elles doivent être transposées dans le droit des États membres par une législation nationale. Tu vois, et donc notre législation nationale, ce sont les articles L251-12 et suivants du Code rural. Et en Belgique, et en Allemagne, et en Angleterre, etc., il y a très vraisemblablement la même chose. Malgré tout, donc, bien que l'objectif essentiel de cette directive, ça soit lutter contre l'introduction dans la communauté des organismes nuisibles, il y a une petite partie de cette directive qui s'applique à la propagation de ces organismes nuisibles à l'intérieur de la communauté. Et donc là, ça s'intéresse un tout petit peu à la question des semences. C'est les semences, en fait. Alors, la directive parle de végétaux destinés à être plantés. Végétaux destinés à être plantés. Donc, c'est le chapitre 2 de la partie A de l'annexe 2 de la directive 2029 qui concerne donc les semences pour l'agriculture, les végétaux destinés à être plantés, les semences pour l'agriculture, ou enfin les végétaux pour l'agriculture. Et donc, on s'aperçoit en examinant cette annexe qu'il fait une part très faible à la question des semences, et en particulier que les semences ont une très faible propension en tant que telles à véhiculer des organismes nuisibles. Les végétaux, en fait, ce sont les végétaux qui véhiculent des organismes nuisibles, et non pas les semences. Donc ça veut dire les fraisiers, les bulbes... Enfin, je vais vous le montrer, puisque j'ai pris ici la directive, en fait, pour vous le montrer. Donc, vous avez ici l'annexe 2 de cette directive 2029 qui va concerner en fait les végétaux pour l'agriculture. Et donc, vous avez une liste qui dit ici petit a, insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement. En petit b, les bactéries. En petit c, les champignons. En petit d, virus et organismes analogues. Et voilà, et ça se termine là. Après, là, on passe à la partie B. Et donc, quand vous regardez ça, donc il y a une liste d'insectes, acariens et nématodes dont on veut éviter la propagation au sein de l'Union européenne, une liste de bactéries, une liste de champignons, une liste de virus. Et puis, quand vous regardez donc objet de la contamination, vous vous apercevez que l'essentiel des végétaux qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière, ce sont des végétaux de Fragaria, donc c'est essentiellement ce que je vous ai mis là, les fraisiers, les bulbes floraux, les citronniers, le lupin et les œillets, qui en tant que végétaux sont effectivement des vecteurs de maladies. Et pour les semences, vous faites, je les ai soulignés donc en jaune fluo, vous voyez, il n'y en a que 4, semences, d'échalotes, d'oignons et de ciboulettes. Et là, vous avez un organisme nuisible qui s'appelle anguillule des céréales et des bulbes. L'anguillule des céréales et des bulbes, en fait, je suis allée chercher le nom latin, et ça, c'est, si vous voulez, l'anguillule, c'est le nom commun de l'acarien. Acarien ou nématode, je ne sais pas exactement. Ensuite, vous avez les semences de luzerne, et là, vous avez la bactérie Clavibacter michinagensis, et les semences de tournesol, et là, vous avez un champignon. Voilà, c'est tout. Donc, je vous fais passer... Si vous voulez, c'est pour vous faire la démonstration qu'en fait, la législation sur le commerce des semences, et même la législation sur la santé des plantes, elle n'a jamais considéré que les semences étaient véritablement des facteurs de propagation de maladies. Il y a très peu d'espèces au stade de la semence, on est d'accord, pas au stade du végétal, au stade de la semence, il y a très peu d'espèces qui sont susceptibles de véhiculer des maladies. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer.
Alors, la réforme. Donc, dans le cadre de la réforme, la Commission propose donc, de remplacer et d'abroger la directive 2029, donc celle-ci. Et elle souhaite mettre en cohérence ce cadre juridique avec les règles applicables au matériel de reproduction végétale, en ce qui concerne la certification particulièrement. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est un peu disséminé. On a des règles sur le passeport phytosanitaire et on a ces règles-là. Et donc, elle souhaite fondre ces deux choses en un seul règlement et que ce soit uniquement ce règlement-là qui concerne la santé des plantes. Et donc, les organismes de quarantaine affectant les végétaux agricoles dont la dangerosité est mineure et n'implique pas une politique d'éradication, ça vous le trouvez dans la proposition de réforme, hein, seraient séparés de la catégorie des organismes de quarantaine qui continueraient d'exister dans la réforme. Les organismes de quarantaine continueraient d'exister et une nouvelle catégorie serait créée qui s'appellerait les organismes nuisibles à la qualité. Et ces organismes nuisibles à la qualité, en fait, correspondraient à nos anciens organismes de quarantaine prévus dans les règles de la certification. OK ? Donc, comme je vous disais, les pommes de terre, le melon, le colza, le lin, le soja, la luzerne, le chanvre et le fraisier. Voilà. Et comme je vous le disais, malgré ça, en fait, hein, il faut bien voir en fait la mentalité de la Commission. Elle considère que ces organismes de quarantaine, eh bien, ils ne présentent pas une grande dangerosité et n'impliquent pas une politique d'éradication. Et c'est pour ça qu'on les transforme en une catégorie qui va s'appeler organismes nuisibles à la qualité. OK ? Et les organismes de quarantaine, en fait, sont des organismes plus dangereux qui vont concerner d'autres organismes. C'est encore une fois pour vous montrer, si vous voulez, que la Commission n'a jamais considéré qu'il y avait un vrai problème sanitaire en ce qui concerne les semences. Ensuite, le chapitre 3 de la proposition concerne donc les organismes nuisibles à la qualité. Une interdiction générale de certains organismes nuisibles qui seront déterminés par des actes secondaires de la Commission est posée, de même que la possibilité de tolérer certains d'entre eux par dérogation. Donc en fait, si vous voulez, la Commission, elle dit on va créer cette catégorie nouvelle qui s'appelle les organismes nuisibles à la qualité. Et ces organismes-là, j'en ferai la liste par des actes secondaires qui vont correspondre, en fait, et elle le dit dans sa proposition, qui vont correspondre au moins dans un premier temps aux annexes de la directive ancienne, forcément. OK ? Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas grand-chose de plus que ce qu'il y a à l'heure actuelle dans l'annexe de la directive 2029. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la santé des plantes.